Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 40. Donc oui, voilà, comme vous pouvez le voir, ça y est, je suis enfin arrivé à Montréal, et donc je suis encore une fois dans une des salles du laboratoire de combinatoire et d'informatique mathématique de l'Université du Québec à Montréal, donc le LACIM à l'UQAM. Et donc je suis bien content d'être arrivé à bon port, qu'il n'y ait pas eu trop de soucis par rapport au voyage. Bon, voilà. Et donc ça fait vraiment plaisir de retrouver mon encadrant et bien d'autres trucs. Donc bon, voilà, je suis assez content. Et donc maintenant, on va se lancer à la résolution de cet exercice. Hein, comme je vous l'avais promis, pour ceux qui avaient vu le point recherche, j'avais donné un petit indice à la fin du point recherche concernant cet Exode-Call. Et donc voilà, ceux qui ont peut-être deviné de quoi il s'agit, j'espère qu'ils sont contents. Donc on a affaire à une suite réelle, telle que la série des termes de la suite est semi-convergente. On veut montrer que pour n'importe quel réel qu'on choisirait, et il existerait une bijection d'indice, en fait, un changement d'indice, si vous voulez, sur les termes de la suite, telle que la série obtenue en échangeant la place des termes donne exactement le réel alpha. Alors ce résultat devrait quand même être assez surprenant pour ceux qui n'ont jamais vu ce résultat et qui n'ont peut-être pas forcément cette intuition, qui ne voient vraiment pas pourquoi ça serait vrai. En tout cas, qui ne voient pas forcément en tout cas de quoi il s'agit. Je voudrais juste bien vous piquer en disant, là ce que dit ce résultat, c'est que d'une part, si vous prenez une série semi-convergente et que vous échangez la place des termes, vous risquez de obtenir un résultat différent. Ça déjà c'est quand même un point important. Et le deuxième point important, c'est que c'est même pire que ça, c'est qu'on peut faire en sorte qu'on obtienne n'importe quelle valeur réelle. Donc on peut trouver un arrangement, un réarrangement des termes, hein, c'est exactement le terme qu'il faut utiliser ici. On peut trouver un réarrangement des termes de la suite de façon à ce que la somme vale n'importe quel réel qu'on aurait choisi. C'est quand même, je trouve que c'est quand même très très fort comme résultat et très surprenant. Donc ce résultat est dû à Riemann, c'est ce qu'on appelle le théorème de réarrangement de Riemann. Donc c'est vraiment un théorème assez surprenant. Et voilà, donc j'aimerais juste illustrer, ce que je vais faire là, c'est d'abord, avant de prouver ou de résoudre cet exercice, je vais d'abord vous donner une petite piste à l'aide d'un exemple, okay, pour vous faire comprendre quelle va être la construction de la preuve. Et puis voilà, quoi, vraiment pour vous mettre en avant que c'est quand même, c'est à la fois surprenant, mais après ça peut se comprendre, en tout cas ça peut, voilà. Donc je vais vous proposer un exemple classique, très très classique. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez essayer d'y réfléchir avant même que je donne cet exemple, d'accord? Vous pouvez d'abord y réfléchir par vous-même et voir si ça peut coïncider déjà avec les idées que vous avez, ok? Donc je suis parti maintenant pour l'exemple. Alors l'exemple, je vais vous proposer de prendre la série que vous connaissez bien, la série harmonique alternée, moins 1 puissance n-1 sur n. Donc, je vous propose de regarder cette série-là. Et cette série-là, normalement, vous devriez en connaître le résultat. Puisque là, ce résultat, c'est un résultat vraiment très classique, notamment dû à des résultats de développement en série entière. Donc si on pense en développement en série entière de la fonction ln, là, ce qu'on est en train de calculer, c'est ln de 1. Et ln de 2, pardon, c'est ce qu'on est en train de calculer, on est en train de calculer ln de 2, pardon. Donc, on doute bien. Donc c'est ln de 1 plus x, hein, si vous pensez au développement. Pour ceux qui ne connaissent pas le développement en série entière, vous pouvez penser au développement juste limité, et imaginez ce développement limité, vous le faites à l'infini. Il faut juste s'assurer qu'il y ait une convergence, hein. Mais si vous continuez à l'infini, vous allez pouvoir voir que cette somme ici converge parce que c'est un critère critère des séries alternées, hein, tout simplement. Et le résultat ln de 2, c'est vraiment... voilà. Bon, ça demande un peu de boulot, bien sûr, mais c'est très lié au développement limité et aux séries entières. Je ne vais pas faire le détail ici, mais voilà.
Ok, alors donc je vais prendre cette série et ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de réarranger les termes de façon à ce que la somme nous donne un autre résultat. Et donc là, bah, par exemple, je vais fixer un résultat, je veux que cette somme vale 1. Ok. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais prendre alpha égale 1. Ok, alors maintenant, comment s'y prendre? Quelle pourrait être la bonne idée? Alors la bonne idée ici, c'est de se dire, bah, pourquoi pas prendre les termes positifs de la suite d'un côté, prendre les termes négatifs de la suite de l'autre côté, et puis bah, placer les termes au fur et à mesure, tant qu'on est en dessous de 1 ou tant qu'on est au-dessus de 1. Et c'est exactement comme ça qu'on va s'y prendre. Alors pour cela, je vais donc découper l'ensemble des indices en deux ensembles. Je vais prendre l'ensemble des indices qui sont impairs. Là, je l'appelle E+, ok, pour signifier que en fait, je prends les termes positifs. Donc ici, les termes positifs, c'est 1, 1 tiers, 1 cinquième, etc. Donc correspondant à n égale 1, n égale 3, n égale 5. Et d'un autre côté, je vais prendre l'ensemble des termes négatifs. Ok. Donc les termes négatifs, c'est les nombres pairs ici. Et pour les nombres pairs, donc les termes, ça correspond à moins 1,5, moins 1 quart, moins 1 sixième, etc. Ok. Et comment je vais arranger ma somme? Eh bien, je vais faire de la manière suivante. Ce que je vais faire, c'est que tant que je suis inférieur ou égal, bon là ici je vais considérer inférieur ou égal, après ça change pas grand chose, mais cette question d'égalité, mais tant que je suis inférieur ou égal à 1, je vais ajouter des termes positifs. Et puis tant que je serai supérieur ou égal à 1, j'ajouterai des termes négatifs. Donc là d'abord donc là ma somme, je commence à 0, hein, parce qu'il n'y a aucun terme dans ma somme, et donc je vais ajouter le premier terme, puisque 0 est plus petit que 1. Donc je commence par prendre 1. Ok. 1 est égal à 1, donc il faut que j'ajoute encore un terme positif. 1 tiers. Ça y est, arrivé maintenant à 1 plus 1 tiers, je suis arrivé à un résultat de somme qui est plus grand strict à 1. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever un terme négatif. Ok? Donc là maintenant j'ai enlevé un terme négatif, donc moins 1,5, mais en enlevant moins 1,5, bon, on peut faire vite fait le calcul. Ça va nous donner moins 1 sixième. La somme des deux là donne moins 1 sixième. C'est négatif, enfin c'est négatif. Oui, moins 1 sixième c'est négatif, mais donc 1 moins 1 sixième c'est plus petit que 1. Donc on se retrouve avec quelque chose de plus petit que 1 maintenant. Maintenant que j'ai un truc plus petit que 1, j'ajoute un terme positif à présent. Donc moins 1 sixième plus 1 cinquième, bah là je vais m'en trouver avec quelque chose de positif. Donc tout va bien. Hop. Positif, donc plus grand que 1 en ajoutant 1 à la suite de ça. Donc je fais plus 1 cinquième. Puis après, moins 1 sixième. Bon là ça demanderait peut-être de faire un petit peu de calcul, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout, de toute façon je ne vais pas faire tout le détail. Mais voilà, une façon de réarranger les termes qui risquerait de me donner le bon résultat. Et je continue comme ça, hein. Donc c'est-à-dire là j'ai fait moins 1 sixième, il faut que je vérifie est-ce que la somme tout entière est plus grande que 1 ou pas. Si elle est toujours plus grande que 1, j'ajoute encore un terme négatif, sinon j'en enlève, sinon j'ajoute un terme positif. Ok? Donc voilà, alors c'est ça, c'est vraiment comme ça qu'on peut imaginer la construction. Donc bien sûr il faut imaginer aussi le cas égal, hein, parce que, bref. Mais donc tout ça, d'accord, cette construction, c'est comme ça qu'on pourra construire, en fait, c'est une idée en tout cas, qui permettra de construire une somme qui va valoir exactement 1. Et toute la question maintenant, c'est de justifier que cette construction fonctionne bien. Parce que bon, bah là, d'accord, je vous ai donné cette construction, mais a priori, je n'ai pas fait le calcul jusqu'au bout. On pourrait se demander, mais est-ce qu'on continue à alterner tout le temps? Est-ce qu'on va bien s'assurer que la limite de la somme que je suis en train d'écrire là, ça vaut bien 1, etc., etc. Et donc, bah, c'est un peu le but du résultat qu'on va essayer de mettre en avant. Ok, donc voilà. Donc là, je vous ai donné vraiment cette intuition. J'espère vous avoir fait bien comprendre l'intuition
qu'il fallait avoir là pour cette résolution que je vais vous donner. Et bon, bah, maintenant, on va essayer de justifier tous les points. Ok. Donc là, bon, juste petite curiosité que je vous laisse essayer de voir, c'est est-ce que, en effet, a priori, là, la permutation que je propose n'a pas l'air si difficile que ça. En tout cas, bon, pas sûr qu'elle donne 1, mais a priori, on pourrait se dire, bon, bah, je peux faire, donc d'abord je fais 1, puis après je fais 1 tiers moins 1 demi, 1 cinquième moins 1 sixième, enfin, on voit le type de somme qu'il va falloir faire. Ça peut peut-être donner une idée de comment, enfin, ça peut peut-être donner, potentiellement il faut faire ce genre de somme pour avoir 1, mais je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai pas fait de calcul, donc voilà. Mais je peux vous inviter à essayer de calculer cette somme et vous assurer, est-ce que c'était bien, est-ce qu'on va tout le temps alterner pair, impair, enfin impair, pair, à partir de 3, donc 1 tiers, moins 1 demi, etc. On pourrait se poser cette question, mais bon là je ne vais pas me la poser, je voulais juste vous montrer un petit peu comment la résolution va marcher. Alors n'hésitez pas maintenant à faire une pause pour essayer de faire par vous-même, de justifier vraiment par vous-même tous les points, afin de montrer que cette construction que je vous ai proposée ici dans cet exemple fonctionnerait même de manière générale. Ok, alors c'est parti pour la résolution. Donc la résolution, ça va exactement marcher comme je l'ai dit. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais donc scinder l'ensemble des entiers naturels. Je vais partitionner l'ensemble des entiers naturels en prenant des indices pour lesquels les termes de la suite sont positifs et des indices pour lesquels le terme de la suite est négatif. Oui, voilà, négatif et positif. Ok. Donc ce que je fais, c'est que je vais considérer les deux ensembles suivants. Donc disons que c'est la première étape. Je considère les deux ensembles suivants, E+, qui est l'ensemble des entiers naturels tels que AN est positif. Alors là, je peux choisir positif ou nul. Donc, je vais choisir positif ou nul. Et E-, l'ensemble des entiers naturels tels que AN est négatif strict. Alors là, ce que je vous demande, pour ceux qui ne voient pas forcément ce que je vais faire maintenant, la question que je vous pose, c'est montrer que les deux ensembles que je viens de donner sont des ensembles infinis. Aucun des deux ensembles n'est fini. Montrer que E+ et E- sont infinis. Ok, alors n'hésitez pas à faire une petite pause pour vérifier, pour essayer de démontrer ça par vous-même. Ok. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que au moins un des deux ensembles est infini. Pourquoi ? Parce que, tout simplement parce que si c'était pas le cas, si les deux ensembles étaient finis, l'union ne ferait jamais les entiers naturels. Là, ici, clairement, par cette construction, on voit que E+ union E-, c'est égal aux entiers naturels, et que E+ inter E-, c'est vide. Donc E+ et E- partitionnent en fait l'ensemble des entiers naturels. Et donc pour partitionner les ensembles, pour pouvoir partitionner l'ensemble des entiers naturels, il faudrait que au moins un des deux ensembles soit infini. Donc déjà, voilà. Mais rien ne confirme pour l'instant qu'il est encore possible que E+ ou E- soit un ensemble fini. Alors on va supposer que E-, je vais faire comme ça, je vais supposer que E- est fini. Évidemment, le raisonnement est le même, sera le même si je supposais que E+ était fini. Donc supposons que E- est fini. Bon, E- c'est un ensemble fini dans l'ensemble des entiers naturels, donc E- admet un maximum. Je vais noter ce maximum, donc soit N0, le max de E-. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que pour tout entier naturel plus grand que N0, eh bien AN est positif. Donc pour tout n plus grand strict à N0, AN est strictement positif. Enfin, strictement, supérieur ou égal à 0, pardon. Je devrais dire. Ok. Mais n'oublions pas qu'on sait que la série est semi-convergente. La série est semi-convergente, donc ça veut dire que la série elle-même converge.
Or, la série DAN converge. Mais si la série DAN converge, ça veut dire en particulier que si je prends la série à partir de n0, ça devrait converger. Donc pour n plus grand que n0 strict, DAN, ça converge également. Ok. Mais là, que je mette des valeurs absolues ou pas, ça ne change rien puisque c'est des termes positifs. Donc ça veut dire que, donc ça implique que la série en valeur absolue des n plus grand que n0, bah, ça converge. Et bien c'est une contradiction avec le fait que la série en valeur absolue devrait diverger. Avec la divergence de la série des valeurs absolues de la n. Pour tout n. Puisque en effet, si cette série converge, hein, c'est assez clair que cette série converge puisqu'il s'agirait juste d'ajouter un nombre fini de termes. Donc si j'ajoute un nombre fini de termes à une série qui est déjà convergente, la série que j'obtiendrai serait convergente. Sauf que, bah, par semi-convergence, cette série avec des valeurs absolues devrait diverger. Contradiction. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que E- est infini, et donc par un raisonnement analogue, j'en déduis que E+ est infini. Ok? Donc voilà, donc, je vais effacer maintenant ce que j'ai là, et écrire la conclusion. Ainsi, E- est infini, et par un raisonnement analogue, E+ aussi. Il suffirait de faire la même chose, de supposer que E+ est fini. Dans ce cas-là, ça veut dire que la série des AN pour n plus grand qu'un certain N1 serait convergente, et en plus de ça, tous les termes seraient négatifs. Et donc si je mets des valeurs absolues, ça ne changera rien, hein, puisque si tous les termes sont négatifs en mettant des valeurs absolues, ça revient à regarder moins la somme. Donc ça serait convergent, et voilà. D'accord? Donc c'est vraiment la même chose. Ok, donc les deux ensembles que je considère ici, E+ et E- sont infinis. Et partitionnent l'ensemble des entiers naturels. Donc ça, c'est bon à savoir. Ok, alors je vais effacer un petit peu tout ça. Et maintenant, on va faire la construction, on va essayer d'expliquer la construction qu'on veut faire. Donc le sigma que l'on veut construire à partir du alpha donné. Alors la construction serait la suivante, donc la deuxième étape. Soit alpha, un nombre réel. Et on va construire, donc construisons sigma, qui va des antinaturels vers les antinaturels, de la manière suivante. Alors pour simplifier, je vais écrire Sn, la somme partielle de tous les termes jusqu'à n. D'accord? Donc, posons Sn égale à la somme pour n pour k allant de 0 à n des ak. Non, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Je m'y suis mal pris. On oublie ça. Bon, Sn j'en aurais besoin à un moment ou à un autre, mais je vais pas en parler tout de suite. Non, ce que je veux faire, c'est exactement comme je l'ai expliqué lors de l'exemple. C'est que je vais d'abord choisir des termes, des premiers termes. Enfin, un premier terme, il va falloir choisir un premier terme. Ce premier terme, je vais le choisir en fonction du signe de alpha. C'est un peu bête, mais je vais le choisir en fonction du signe de alpha. Et une fois que j'ai fait ça, ce que je vais regarder, c'est que je vais regarder, par récurrence, la somme des derniers termes que j'ai définis. Et une fois que je regarde le signe, enfin, je regarde cette somme et que je regarde si c'est plus grand ou plus petit que alpha, et ben, je vais pouvoir définir quelle va être l'image du prochain indice. D'accord? Donc c'est comme ça que je veux m'y prendre. Alors je vais essayer de le refaire vraiment comme je voudrais le faire. Donc la première étape, c'est pour définir sigma 0. Donc
je sais pas, je vais dire petit a. Donc la première chose, je veux définir sigma 0. Donc définir sigma 0, bah, tout simplement, comme j'ai dit, je vais regarder si alpha est positif ou négatif. Donc, si alpha est positif, bon, on peut considérer positif ou nul, je pose sigma 0 comme étant le min de E+. C'est-à-dire que, quelque part, je vais ajouter dans l'ensemble de la série que je veux construire, je vais ajouter un terme positif. Ok, donc je commence par mettre un terme positif. Sinon, on peut considérer sigma 0 comme étant le min de E-. D'accord, donc si c'est négatif strict, le premier terme que je vais ajouter, c'est un non négatif. À vrai dire, si je dois... bref, enfin, la définition de sigma 0 importe peu, parce qu'à vrai dire, je pourrais dire sigma 0 égale 0, ça ne changerait absolument rien, d'accord? C'est pas le truc le plus important, à vrai dire, ça. Cette partie-là, c'est pas la plus importante. Là, je vous fais ça, je vous dis ça pour que ce soit cohérent avec ce que vous avez envie de faire par rapport à l'exemple que j'ai proposé. Mais à vrai dire, je pourrais très bien dire que sigma 0 égale 0, ça ne poserait aucun problème. D'accord? Ça ne poserait vraiment aucun problème parce que après la procédure c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire bah, je veux, si je suis toujours au-dessus de alpha, c'est ça le plus important, c'est que si la somme des termes que vous aviez déjà pris est positive, est plus grande que alpha, alors vous allez ajouter des termes négatifs, et si la somme des derniers termes est en dessous de alpha, vous allez vouloir ajouter des termes positifs. C'est ça le truc le plus important. D'accord? Là, ce que je vous propose ici comme définition de sigma 0, c'est juste pour être cohérent avec le reste. Mais sinon, je pourrais très bien définir sigma 0 comme étant égal à 0 et je ne m'embête pas plus que ça. Bref. Ok, et B. Donc là, maintenant, je veux définir par récurrence. Donc par récurrence, sigma de, je vais dire sigma de k plus 1. Ouais, sigma de n plus 1. Donc sigma de n plus 1 connaissant donc si on connaît sigma 0 jusqu'à sigma n. Et donc il y a deux cas de figure, et là j'ai juste à écrire ça. Hein. Donc si la somme pour k allant de 0 à n des a sigma k est inférieur ou égal à alpha, d'accord? Donc si je suis inférieur ou égal à alpha, ce que je vais faire, c'est que je vais définir sigma de n plus 1 comme étant le min de E- moins les termes qui sont déjà définis. Sigma 0 jusqu'à sigma n. Alors il se peut que parmi ces indices-là, il y a des indices qui sont dans E+, mais c'est pas important parce que je soustrais. Quand je fais une soustraction, si je soustrais par un élément, si je soustrais à un ensemble un élément qui n'est pas dans l'ensemble, ça fait rien. D'accord? Donc j'ai tout à fait le droit d'écrire ça. Pas de problème. Et c'est pas E- que je voulais mettre, c'est E+. Pardon. Donc je veux ajouter un terme positif de façon à être jusqu'à vouloir dépasser alpha. D'accord? Puis une fois que j'ai dépassé alpha, hein, donc sinon, hein, donc ça veut dire que la somme pour k allant de 0, c'est k ça, pour k allant de 0 à n des a sigma k est plus grande que alpha strictement, et bien là je définis sigma n plus 1 comme étant le min de E- moins les termes précédents, sigma 0 jusqu'à sigma n. Et voilà comment je vais définir ma bijection en fait. Ce que je voudrais être un très bon candidat pour être la bijection que j'ai besoin afin d'avoir le bon résultat de la série. Donc c'est la question juste de choisir les éléments, enfin les termes de votre série de façon à ce que vous alterniez autour de alpha en fait. C'est vraiment une question de ça. Ok. Bon, alors par construction, je pense que ça devrait être assez clair pour vous que sigma est injectif. Là, ça devrait être assez clair. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir sigma j qui est égal à sigma i, avec j différent de i,
Parce que si J est différent de I, ça veut dire que J est plus grand que I strictement. Il y a une question de... euh, ouais, donc J est plus grand que I strictement, et ça voudrait dire que vous auriez déjà défini l'image de I avant de définir l'image de J. Et si vous avez défini l'image de I avant de définir l'image de J, quand vous définissez l'image de J, vous prenez un élément qui n'est pas parmi les antécédents, enfin qui n'est pas déjà parmi les images de 0 jusqu'à n, donc de 0 jusqu'à J moins 1, donc notamment I. Okay, donc par construction, ça devrait être déjà assez clair que sigma est injectif. Okay, la question importante, c'est d'essayer de montrer que là, ce que vous avez ici, c'est bien surjectif. C'est ça le plus important maintenant. Il faut montrer que c'est surjectif. Donc là, je vais effacer. Il ne faut pas hésiter à prendre des notes ou à revenir en arrière si on a besoin de revoir à quoi ressemble sigma. Donc là, la troisième question, c'est justifier. Donc troisième point, c'est justifier que sigma est bien bijectif. Bon, déjà, comme je l'ai dit, sigma est injectif par construction. J'espère que j'ai réussi à vous persuader de ça à cause des quelques commentaires que j'ai ajoutés juste derrière. Donc, par construction. La seule chose que nous ne savons pas pour l'instant, c'est est-ce que sigma est surjectif. Donc maintenant, reste à montrer que sigma est surjectif. Alors encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire par vous-même. Ok. Donc sigma surjectif, dire que sigma est surjectif, ça veut dire que pour n'importe quel entier naturel, je devrais pouvoir trouver un antécédent. On peut supposer qu'il y a un entier naturel où on n'a pas d'antécédent. Donc on peut commencer comme ça. Alors, supposons par l'absurde qu'il existe un entier grand N tel que, disons grand N n'appartient pas à l'image de l'ensemble des entiers naturels par sigma. Donc c'est exactement la même chose que de dire que grand N n'a pas d'antécédent par sigma. Ok. Alors là, on a deux cas de figure qui se présentent à nous. Soit grand N est dans E+, soit grand N est dans E-. Ok. Bon. Je vais supposer que grand N est dans E-, et vous verrez que le raisonnement sera similaire si j'avais supposé que grand N était dans E+. Donc supposons que grand N est dans E-. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, puisque là, la construction, on est arrivé à un certain grand N, ça signifie qu'au bout d'un certain rang, l'image de vos sigma n seront dans E+. Ok. Donc, je vais essayer de l'écrire. Donc, ce qu'il y a d'important, c'est que notamment sigma n inter E-, donc ça implique alors que ça c'est fini. C'est un ensemble fini tout simplement parce que par la construction qu'on se donnait, je vous rappelle qu'on prenait à chaque fois le min de E- moins les antécédents. D'accord? Ou le min de E+, moins les antécédents. Si cette intersection est finie parce que vous ne prenez pas grand N. Puisque à bout d'un moment, en enlevant des éléments de E-, vous enlevez des éléments dans E-, à chaque fois vous prenez le minimum, il y a un moment donné, vous allez arriver à grand N. Mais grand N, vous ne le prenez pas. Parce qu'il n'y a pas de... Vous n'avez pas un élément... Là c'est ce qu'on a supposé. Vous n'avez pas un élément qui a pour image grand N. Donc ça veut dire que grand N n'a pas été pris dans la construction. Ok? Donc si grand N n'est pas pris, ça veut bien dire qu'au bout d'un moment, on ne pioche plus dans E-, mais on pioche tout dans E+. Donc c'est bien ça que ça signifie. Ça signifie bien que sigma n inter E- est un ensemble fini. Et donc en particulier, il existe un entier naturel
n0, tel que, pour tout n plus grand que ce n0, et bien sigma de n est dans le plus. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que sigma de n est dans E plus tout le temps, pour tout n plus grand qu'un certain n0? Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que vous êtes en train de faire la somme sur les termes de E plus à partir de sigma n0. Ok, j'espère que vous voyez ce qui se passe. Hein. Donc là, ce qui se passe là, c'est que, bah, comme on est sûr qu'à partir d'un certain rang, on est toujours dans E+, bah, en fait, vous êtes en train de faire la somme des termes qui ont pour indice des éléments de E+, à partir d'un certain rang. D'accord? Donc c'est ce qui se passe maintenant. Ainsi, la somme... alors je vais juste essayer de le faire correctement. Donc la somme pour n plus grand que n0 de A sigma n peut correspondre je vais écrire juste correspond à la série pour alors je vais peut-être faire attention à changer les notations, donc je vais peut-être appeler M. Donc pour M dans E+, M plus grand que sigma de N0 des AM. Oui, parce que je vous rappelle que la construction était la suivante. Vous ajoutez un terme. D'accord? Donc là, ce qui se passe, c'est que vous ajoutez un terme. J'essaie de l'expliquer quand même le plus correctement possible. Ce qui se passe, c'est que tous les termes à partir de n0 viennent de E+. Donc ce qui se passe, c'est que vous prenez donc sigma n0 est dans E+, c'est le minimum de E+, moins les antécédents d'avant. Ok? Et quand vous regardez l'image de n0 plus 1, ça va être le terme juste après, dans E+. Puis c'est encore le terme juste après dans E+, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que cette somme-là et cette somme-là, en fait, correspondent l'un à l'autre. Et en fait, si je regardais une somme finie, une somme de termes finis, eh bien, je peux faire correspondre. Donc, si vous voulez, je vais essayer peut-être de réécrire autrement cette série-là. Si je me permets de définir une fonction extractrice, je vais peut-être le faire comme ça parce que ce sera plus clair. Je me permets d'effacer un peu parce que sinon j'ai pas de place. Donc, autrement dit, si on définit, donc soit, si on définit, je vais l'écrire comme je le dis. Autrement dit, si on définit phi qui va des antinaturels vers E plus extractrice, d'accord? Donc je peux très bien faire ça, pourquoi? Parce que l'ensemble E plus est infini. Donc si l'ensemble plus est infini, prendre la sous-suite correspondant à prendre les indices de suite qui sont dans E+, ça marche. Je suis bien en train de définir une fonction extractrice. Okay? Donc si je considère phi comme fonction extractrice et à valeur dans E+, okay? Et donc toutes les valeurs sont dans E+, c'est-à-dire, si vous voulez, je peux essayer de... Mais vous pouvez très bien dire phi de 0 c'est égal au min. On peut aussi le définir par récurrence, donc c'est le min de E+, c'est juste le min de E+, et puis ensuite vous définissez phi de n plus 1 comme étant le min de E+, moins phi de 0 jusqu'à phi de n. Alors, vous pouvez définir par récurrence, c'est juste pour que vous le voyez bien, vous pouvez définir par récurrence votre phi. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'il existe un N1 à partir duquel, pour tout N, plus grand que N1, phi de N correspond à sigma de N. Pas sigma de N, mais
c'est un peu compliqué à essayer d'expliquer correctement, mais je vais essayer de le dire le plus correct possible. Mais ce que je veux essayer de dire, c'est que il existe un n1 appartenant à l'entier naturel tel que pour tout n plus grand que n1, eh bien phi de n correspond à sigma de... alors, si je veux commencer à n0, je pense qu'il faudrait que je dise... voilà, je sais comment je vais le dire, tant pis. Parce que je peux pas dire que les images sont égales, c'est ça qui m'embête. Je peux pas m'amuser à dire les images sont égales, mais quelque part c'est ça qui se passe. Donc je vais essayer juste de réexprimer ce que j'ai écrit ici autrement, en disant que eh bien, si je fais, donc il existe un n1 appartenant aux entiers naturels, tel que eh bien, la somme pour n allant de n0 jusqu'à un certain n0 plus k, peut-être pas plus k, plus, ouais bon, je sais pas, plus p, ouais. Donc n0 plus p de a sigma n, eh bien c'est égal à la somme pour n allant de n1 à n1 plus k, plus p, pardon, parce que c'est le même nombre de termes, de a phi n. Voilà. Bon, je pense que je suis parvenu à écrire comme je voulais, en tout cas, essayer de vous faire comprendre ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que à partir d'un certain rang, faire la somme des termes dans E+, ça correspond à faire la somme des termes à partir d'un n0. Donc ça veut dire que là, vous êtes en train de faire la somme des termes, d'un nombre de termes infini dans E+. D'accord ? Ok. Sauf que, eh bien, pour définir de telle manière à ce que sigma de n plus 1 soit... si vous voulez continuer à définir tous les sigma de n comme étant dans E+, il faut être plus petit que alpha. D'accord ? Donc, or, dans un tel cas, hein, cela implique que la somme pour n allant de 0 jusqu'à... je vais peut-être pas mettre 0, n, je vais mettre k. La somme pour k allant de 0 jusqu'à n des a sigma k est toujours plus petit que alpha. D'accord ? Pour tout n plus grand que n0. Parce que c'est le seul moyen pour que on définisse, donc c'est le seul moyen pour que sigma de n soit dans E+, pour tout n plus grand que n0. Car je vous rappelle qu'on choisit des termes dans E+, à condition qu'on est plus petit que alpha. D'accord ? Donc si tous nos sigmas, si tous les images à partir d'un certain rang sont dans E+, ça signifie que le terme de la somme qui est ici est toujours plus petit que alpha. Ok ? Donc en particulier, ça veut dire en gros que ces sommes-là sont majorées. Donc ça signifie qu'elles convergent. D'accord ? Ça implique que la suite, si vous voulez, des n0 plus p, enfin de la somme partielle partant de n0 jusqu'à n0 plus p des a sigma n, donc là l'indice c'est p, la suite ici, elle est croissante, évidemment parce que j'ajoute des termes positifs, et majorée notamment par alpha moins les termes précédents. Ok ? Bon, bah ça veut dire qu'elles convergent. Donc ça veut dire que la série ici, pour n plus grand que n0, converge. Et donc ça veut dire que la série des termes dans E+, à partir d'un certain rang, converge. C'est une contradiction avec le fait que la série est semi-convergente. Voilà, donc là j'arrive à la contradiction. Donc je vais l'écrire.
Ok. Donc ça implique que la série pour n plus grand que n0 des A sigma n est convergente. Et donc que la série, donc je vais le réécrire comme je l'avais écrit la première fois, des termes dans E+, pour m plus grand que sigma de n0, des AM convergent. Mais si tel est le cas, ça veut dire que la série des AN dans E+, converge. Mais alors, la série pour M dans E+, des AM convergent. Contradiction avec la semi-convergence. Bah oui, parce que si vous faites la somme des termes positifs et que ça converge, et si vous regardez la somme en entier et que vous savez également que ça converge, alors ça veut dire que la somme des termes négatifs également converge. Et si la somme des termes positifs et des termes négatifs convergent, ben en valeur absolue, ça converge également. Vous pouvez mettre des valeurs absolues, ça va correspondre à faire la somme des deux résultats pour la somme positive et la somme négative, ou de faire la différence entre les termes de la somme positive et les termes de la somme négative. Peu importe, mais en tout cas, ça va amener à une contradiction, au sens où bah, si vous faites la somme des termes positifs, ça doit être convergent, et de l'autre côté, si vous faites la somme des termes négatifs, ça doit être convergent. C'est pas possible pour une série semi-convergente. Ok, j'espère avoir réussi à vous convaincre là-dessus. Et donc bah, là on est arrivé à une contradiction totale hein, par rapport à l'hypothèse qu'on a émise qui était que sigma n'était pas surjectif. Donc on conclut que sigma est surjectif. Sigma est surjectif et donc bijectif. Donc, surjective plutôt et donc bijectif. Bijective. Ok, alors c'est bien, on a réussi à justifier la construction de sigma, on a réussi à justifier 2-3 petites choses sur les ensembles plus et moins. Reste maintenant, j'ai envie de vous dire, la partie peut-être la plus difficile, c'est d'essayer de montrer, bon c'est peut-être pas forcément la plus difficile, mais en tout cas c'est une partie qu'il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre. C'est la partie où on va montrer que cette série, elle converge bien vers alpha. Ok, donc cette construction mène bien à une série qui va converger vers alpha. Alors c'est là la quatrième et dernière étape, c'est de montrer que la série des A sigma converge vers alpha. Bon. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire par vous-même, vérifier si vous avez compris ou si vous avez peut-être une idée que vous voulez essayer avant de voir la suite de la résolution. Ok. Alors je vais vous faire juste repenser à la construction que j'ai donnée à l'exemple avec la série alternée des harmoniques. Ok. Si vous repensez à cet exemple, vous devriez avoir en tête que les termes de la suite tendent vers 0. C'est un peu bête à penser, mais en fait c'est la clé. Le fait de savoir que les termes tendent vers 0, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, on va être plus petit qu'un certain epsilon. Ok ? Si on est plus petit qu'un certain epsilon, ça veut dire que si à un moment donné on changeait de position, c'est-à-dire que si à un moment donné on passait en dessous de alpha ou au-dessus de alpha, il y a de fortes chances qu'on soit à un écart plus petit que epsilon de alpha. Et c'est là en fait tout le truc. D'accord ? Donc c'était peut-être pas très clair ce que j'ai dit là, mais si je devais le faire en un petit schéma, d'accord ? Donc, si je voulais essayer de schématiser un peu la situation, hop, alpha, et puis hop, vous avez vos termes de la somme là, donc là je fais le cas où alpha est positif. Voilà, là vous êtes passé au-dessus, vous passez en dessous, peut-être que vous vous retrouvez là, là, et puis je sais pas, on peut imaginer qu'il y a quand même des petits écarts au début, mais ce qui va se passer c'est que comme les termes
de votre suite tendent vers 0, eh bien, il y a un moment donné, vous n'allez pas ajouter plus que epsilon ou moins que epsilon à une étape donnée. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez le moyen. Donc là, disons que l'écart que j'ai donné, c'est epsilon. D'accord ? Il y a un moyen de dire qu'à partir d'un certain rang, vous vous retrouvez à plus ou moins epsilon de alpha. D'accord ? Grâce au fait que les termes de la suite tendent vers 0. D'accord ? Ça paraît bébête à penser, mais c'est vraiment la clé pour essayer de prouver que ça converge bien vers alpha. Alors c'est une partie de la clé parce qu'il y a une autre partie de la clé. L'autre partie de la clé, c'est que vous savez, comme il y a divergence des séries à partir d'un certain rang, vous savez que il y a un moment donné, vous allez devoir passer en dessous de alpha ou repasser au-dessus de alpha, suivant si vous êtes plus grand ou plus petit qu'alpha. D'accord ? Donc c'est... Voilà, donc il faut penser à ces deux choses-là, et ces deux choses-là, c'est un peu la clé qui va vous permettre de résoudre la chose. Ok, alors bon, la première chose, donc, comme je viens de le dire, pour tout epsilon, donc, je ne vais pas mettre pour tout epsilon, je vais directement choisir un epsilon, donc soit epsilon positif, il existe donc un entier n0, c'est un entier naturel, tel que pour tout n plus grand que n0, eh bien vous avez la valeur absolue de an qui est plus petit que epsilon. Oui, plus petit que epsilon. Ok. Alors maintenant, si je veux m'intéresser à des sigma n, eh bien il faut que je puisse affirmer qu'à partir d'un certain rang, sigma n sera plus grand que n0. Et ça c'est vrai, parce que sigma n est bijective. D'accord ? C'est grâce au fait que sigma n est bijectif qu'on va pouvoir conclure. Donc, conclure sur ce que je veux dire maintenant. Donc, comme sigma est bijective, il existe donc un n0, il existe un n1, pardon, dans les entiers naturels, tel que, pour tout n plus grand que n1, A sigma n est plus grand ou égal à n0. Ok ? Donc pourquoi c'est dû à la bijectivité ? Parce que si vous supposiez le contraire, si vous supposiez que pour tout n1 il existerait un n tel que sigma de n1 serait plus petit que n0, là on va avoir un petit problème parce que ça veut dire que il vous suffirait de prendre... vous avez affaire à un ensemble fini, hein, d'accord ? Donc là l'ensemble fini ici en question ce serait l'ensemble des entiers de 0 à n0-1. Vous avez cet ensemble-là, et dire le contraire de ça, ça voudrait dire que à partir de n'importe quel rang, vous pouvez trouver, donc pour n'importe quel entier n1, hein, vous pouvez trouver un entier plus grand que ce n1, tel que la sigma de n se trouve dans l'ensemble fini. Mais vous allez peut-être avoir en tête que, ou j'espère que vous allez comprendre que si vous utilisez cette propriété n0 fois ou n0 plus une fois, d'accord ? Si vous utilisez cette propriété n0 plus une fois en disant ok, je viens d'avoir mon premier indice pour lequel je suis dans l'ensemble. Puis après j'ai le deuxième, puis j'ai le troisième, etc. Et puis arrivé à n0 plus 1, il doit être aussi dans l'ensemble. Mais le problème c'est que l'ensemble contient contient n0 éléments, et vous allez en mettre n0 plus 1. Donc il y a un problème d'injectivité qui se pose ici. Donc c'est pour ça que... Donc là essentiellement c'est dû à l'injectivité, si je vais être plus précis. D'accord ? Voilà, c'est juste à cause de ça. J'espère avoir éclairci la chose. Donc vous avez, comme sigma est bijectif, il existe donc ça, ok, très bien. Et donc ça signifie que qu'il existe donc un n1 à partir d'un entier naturel, tel que pour tout n plus grand que ce n1, eh bien A sigma n est plus petit que epsilon. Ok. Bon. Alors maintenant, il y a des choses qui vont se poser. Ce que j'affirme maintenant, c'est que il existe un grand N à partir duquel
on va changer de signe. D'accord? Donc, je vais faire ça comme ça. Donc, je vais l'énoncer d'abord. Il existe un grand N plus grand que N1, tel que sigma de grand N est dans E+, et sigma de grand N plus 1 est dans E-. Alors pourquoi ça c'est vrai? Ça rejoint un petit peu à des arguments que j'ai déjà utilisés, ok? Parce que si vous regardez la somme à partir de N1, donc si vous regardez les A sigma, etc., hein, si vous regardez cette somme-là, donc là, arrivé à N1, vous êtes soit au-dessus, soit en dessous de alpha. Ok. Bon. Là, disons, si on veut, on pourrait se simplifier la chose en disant, bah, imaginons qu'on était en dessous de alpha. Il y a forcément un moment donné, à cause de la divergence de la série des éléments dans E+, hein, pour les indices dans E+, il y a forcément un moment où vous allez devoir changer de signe. C'est-à-dire, il y a un moment où vous allez devoir passer de en dessous de alpha à au-dessus de alpha. D'accord? Et c'est ce que j'affirme ici. C'est exactement là, c'est juste une façon de réécrire. Hein, mais ce que j'affirme ici, c'est que il y a nécessairement un moment, donc je vais l'écrire en une phrase, il y a au moins un moment où on passe donc là ici c'est inférieur ou égal à alpha à supérieur strict à alpha. Je ne sais plus lequel j'ai mis égal, mais vous pouvez changer inférieur égal par inférieur strict, et ici supérieur ou égal si vous préférez. Mais il y a un moment donné, vous devez passer, et peu importe à partir de quel moment vous partez, parce que, comme on l'a expliqué pour la surjectivité, il est impossible que vous restez tout le temps dans E+. Et il est impossible que vous restez tout le temps dans E-. Si vous voulez, vous reprenez l'argument que j'ai sorti pour la surjectivité, et normalement, c'est une conséquence directe de ce que j'ai dit pour la surjectivité. D'accord? Donc vraiment, j'espère réussir à être clair sur ce point. Bon, très bien. Alors bah, si je m'intéresse maintenant à ce que vaut A sigma de n, de grand N, enfin, c'est plutôt A sigma de grand N plus 1 peut-être. Ouais. Alors, je vais... je réfléchis juste 2 secondes. Hop. Donc j'efface un petit peu pour avoir de la place, encore une fois. Ah, c'est pas un exercice facile. Hein. C'est clair que c'est pas un exercice facile parce que on peut peut-être avoir un peu l'impression de tourner en rond parce qu'on utilise à plusieurs fois des arguments qu'on aurait déjà sortis. D'accord? Donc c'est vraiment important de bien se retrouver sur ce qu'on fait. Donc là, ce que je veux, c'est vous montrer que SN et SN, c'est lequel? Ah oui, c'est là où il faut que je définisse le SN. D'accord, donc c'est maintenant qu'il faut que je le définisse. Pardon. Je vais définir SN comme étant la somme pour k allant de 0 jusqu'à petit n de A sigma k. Donc c'est la somme que je veux montrer convergente. Donc c'est la suite des sommes partielles plutôt que je veux montrer convergente vers alpha. D'accord? Donc je pose SN comme étant ce truc-là. Et si je m'intéresse un petit peu à ce que vaut... alors, c'est là où il ne faut pas que je me plante. Donc qu'est-ce qui doit se passer? Ce qui doit se passer, c'est que vous avez que A grand N moins 1. Donc là, A grand N moins 1, enfin S grand N moins 1, c'est la somme jusqu'à sigma grand N moins 1. Jusqu'à sigma grand N moins 1, pour que vous ajoutiez cet élément dans E+, ça veut dire que cette somme devait être plus petite que alpha. D'accord? Donc cette somme, elle est plus petite que alpha. Et d'un autre côté, vous avez que Sn est plus grand que alpha. Encore une fois, modulo le fait que j'ai changé là où il y avait égal. D'accord, je ne me souviens plus qui j'ai mis inférieur égal ou qui j'ai mis supérieur égal, mais bon, c'est pas grave, ça ne change pas grand-chose. Il faut juste mettre un égal pour l'un des deux. Donc vous avez un moment où vous êtes inférieur ou égal à alpha, et un autre moment où vous êtes supérieur strict à alpha. D'accord? Et qui plus est, vous avez Sn moins Sn, il faut peut-être le faire dans le bon sens.
oui, je le fais bien dans le bon sens parce que j'ajoute un terme positif. Donc Sn-1, et bien ça c'est égal à A sigma de n, et vous savez que A sigma de grand N, par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à toute cette histoire d'epsilon, bah ça c'est supérieur à epsilon. Ok. Je peux supérieur. Excusez-moi, c'est inférieur. Ok, on va y arriver. Donc c'est inférieur à epsilon. Évidemment, j'aurais pu faire le même argument. J'aurais juste dû mettre des valeurs absolues peut-être, mais je pourrais faire le même argument en disant bah il existe un moment donné où je suis à E- et le terme d'après c'est E+. D'accord. Je pourrais faire le même argument, je vais juste me restreindre à ce cas-là, mais je pourrais faire le même argument en disant ça. Ok. Bon, très bien. Donc j'ai ça, ok. À partir de ce moment-là, je suis plus petit que epsilon. L'écart entre les Sn est plus petit que epsilon. Et donc on se doute bien que si j'incorpore alpha, donc si j'incorpore alpha, bah vous voyez que ça, c'est la même chose que Sn, S grand N moins alpha, plus alpha, pardon, moins S grand N moins 1. Et là, je suis en train de dire que ça, c'est plus petit que epsilon. Et de l'autre côté, bah, c'est plus grand que 0. Pourquoi? Bah, parce que ce terme-là, il est plus grand que 0. Ce terme-là, il est plus grand que 0. Donc qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que S grand N moins alpha, en valeur absolue ou pas, est inférieur à epsilon. Ok, donc c'est déjà une partie de ce qu'il faut avoir, parce qu'on est encore loin d'avoir tout ce qu'il faut. Maintenant, si je veux vraiment pouvoir conclure, il faut que je puisse dire que pour tout n, et bon, bah, on peut peut-être s'attendre à partir de quel indice je vais travailler. Je vais travailler à partir de grand N. Donc, je vais essayer de montrer maintenant que pour tout petit n plus grand que grand N, Sn moins alpha, en valeur absolue, c'est plus petit que epsilon. C'est ça maintenant qu'on va essayer de montrer. Donc montrons que pour tout petit n plus grand que grand N, eh bien Sn moins alpha est plus petit que epsilon. Ok. Alors comment je pourrais essayer de m'y prendre maintenant? Bah, tout va dépendre de si... Donc là ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a montré que si on changeait de signe, quelque part c'est ça qu'on a fait, on a montré que si on changeait de signe, alors les deux termes, de part et d'autre, hein, les deux termes sont à un écart plus petit que epsilon. Okay. Donc là on a montré par exemple que Sn est plus petit que epsilon. Okay. J'affirme que Sn plus 1 va aussi, S grand N plus 1 va aussi être plus petit que epsilon. Ok. Alors comment on va montrer ça? Bah, vous savez maintenant que S grand N est, je ne dis pas de bêtises, on a dit qu'on ajoutait un terme dans E-, donc si j'ajoute un terme dans E-, c'est que je suis plus grand que alpha. Vous savez ça. Ok. Et ensuite, bah, vous ajoutez un terme négatif. Donc vous ajoutez A sigma. Vous ajoutez A sigma de grand N plus 1. Ok. Wow. Je vais pas y arriver là. Donc S grand N. Donc S grand N plus 1, c'est S grand N plus A sigma de grand N plus 1. Qui est un terme négatif. D'accord? Alors vous allez avoir deux cas de figure. Vous allez avoir le cas de figure où S grand N plus 1 est plus petit que alpha, ou le cas de figure où S grand N plus 1 est plus grand que alpha.
Ok. Donc je vais peut-être attaquer d'abord le cas où S grand N plus 1 est plus grand que alpha. Donc si S grand N plus 1 est plus grand que alpha, eh bien ça veut dire que vous saviez déjà, donc alors je vais essayer de montrer que S grand N plus 1 moins alpha est plus petit que epsilon. Alors pourquoi je fais juste le cas plus 1? Peut-être vous êtes en train de vous poser cette question. Pourquoi je suis en train de faire le cas plus 1? C'est parce que je veux montrer en fait, je vais essayer de montrer par récurrence que Sn, enfin Sn plus P va être à un écart d'epsilon de alpha. Si j'arrive à montrer par récurrence la chose que je viens de dire, c'est gagné. Donc là je suis en train de faire une première étape de la récurrence. Et j'espère vous convaincre que si je fais cette étape de la récurrence, je conclue, j'arrive à conclure. Ok, donc là on a deux cas de figure, donc là j'ai ajouté un terme négatif, il y a deux cas de figure, soit Sn plus 1 reste plus grand que alpha, d'accord? Et donc si je veux regarder Sn plus 1 moins alpha, je peux dire que c'est la même chose que Sn plus 1 moins Sn. Je veux juste m'assurer que je ne vais pas faire de bêtises. Ouais, donc Sn plus 1 moins Sn plus Sn moins alpha. D'accord? Et Sn plus 1 c'est plus petit que Sn. Hein. D'accord? Donc ça c'est plus petit que... Ça c'est plus petit que 0. Et Sn moins alpha, ça c'est, je pense que ça c'est assez clair que ça c'est plus petit que epsilon, on l'avait dit, hein, d'accord. Donc ça c'est plus petit que epsilon, et plus grand que 0. Et de plus, la somme de ces deux choses-là est positive, hein, donc là je vous rappelle que ça c'est positif. Ok? Donc là vous avez un truc qui est plus petit que epsilon, plus un truc négatif qui donne un truc positif. Donc dans ce cas-là, on peut conclure que tout ça, hein, donc Sn plus 1 moins alpha est plus petit que epsilon, et je peux maintenant mettre des valeurs absolues si je veux. Ok, deuxième cas de figure, si j'ajoute maintenant, donc si maintenant Sn plus 1 donc si je dis que Sn plus 1 est maintenant plus petit que alpha, alors cette fois-ci, ce que je vais regarder, c'est que je vais regarder la soustraction suivante. Je vais regarder alpha moins Sn plus 1. Ok, et alpha moins Sn plus 1, c'est la même chose que alpha moins Sn. Donc alpha moins Sn plus Sn moins Sn moins 1. Plus 1, pardon. Je vais y arriver, moi. Ok. Mais, ça vous savez, c'est un nombre négatif qui est au plus epsilon. D'accord? Donc ça c'est un nombre négatif qui est au plus moins epsilon. Donc c'est compris entre moins epsilon et 0. Et lui, vous savez que ça vaut A de sigma n plus 1 qui... alors... Oui, moins, pardon. Moins. Donc ça, c'est moins A sigma de n plus 1 qui est positif et qui est plus grand que epsilon. 0, epsilon. Et le tout, la somme de ces deux choses-là est positive, par hypothèse. L'hypothèse étant ici, hein, on a juste distingué les deux cas. J'ai oublié de mettre un inférieur ou égal quelque part, bon, c'est pas grave. Donc là, vous avez ça. Et bien là, vous arrivez à conclure, encore une fois, que alpha moins Sn plus 1 est plus petit que epsilon. Ah oui, parce que si vous avez un truc positif qui est au plus epsilon, puis vous enlevez quelque chose, vous restez positif. Bon, vous restez plus petit qu'epsilon. Je pense que c'est assez clair. Ok, si vous êtes dans ce genre de... Enfin,
si vous mettez des valeurs absolues à la fin, c'est ça que je voulais dire plutôt, si vous mettez des valeurs absolues à la fin, vous restez positif. Donc, enfin, j'espère que je me mélange pas trop, je vous mélange pas trop non plus, mais voilà, j'espère que les idées sont... J'espère essayer d'exprimer les idées le plus clair possible. Donc vous voyez que là, ce que j'ai réussi à faire, c'est que si Sn était à un écart d'epsilon au plus epsilon de alpha, alors Sn plus 1 est aussi d'écart au plus epsilon avec alpha. Et donc, ce que j'affirme, c'est qu'on peut faire une récurrence. Alors je vais peut-être manquer un peu de temps parce que là, ça va faire déjà 1 heure de vidéo. Donc je vais essayer de le refaire en faisant la récurrence proprement, enfin un peu plus proprement. Donc supposons, on va faire l'hérédité, juste l'hérédité, supposons que S grand N plus P moins alpha est plus petit que epsilon. Montrons que S grand N plus P plus 1 moins alpha en valeur absolue, pardon, est plus petit que epsilon. Et donc pour ce faire, eh bien, il faut distinguer plusieurs cas. Alors le premier cas, c'est que j'ai supposé, donc si Sn plus P moins alpha, donc si ce truc-là est positif, hein, et Sn, donc là, si c'est positif, ça veut dire que j'ajoute un terme négatif, hein, d'accord? Et si Sn plus P plus 1 moins alpha est positif, je vais d'abord faire ce cas-là, ok? Eh bien, Sn plus P plus 1 moins alpha, je le réécris un peu de la même manière que j'ai écrit tout à l'heure, hein. Donc Sn plus P plus 1 moins Sn plus P plus Sn plus P moins alpha. Ok? Et là je ressors le même argument, ça je sais que c'est négatif, ça je sais que c'est positif. Ok? Tac tac. Et puis ça, je sais que c'est positif et c'est plus petit qu'epsilon, par hypothèse de récurrence. Donc qu'est-ce que je conclus? Je conclus que ça, là je suis en train de faire epsilon plus quelque chose de négatif, donc ça c'est plus petit qu'epsilon. Donc c'est gagné, j'ai mon hérédité. Si Sn plus P moins alpha est aussi positif et Sn plus P plus 1 moins alpha est négatif, donc là cette fois-ci on change de signe. Alors là ce qui m'intéresse c'est de regarder le signe de alpha moins Sn plus P plus 1 et essayer de majorer par epsilon. Donc ça je sais que c'est positif, hein, par hypothèse. Je vais mettre un égal quelque part quand même. Donc ça je sais que c'est positif. Mais d'un autre côté, ça je peux faire alpha moins, donc ça c'est égal à alpha moins Sn plus P plus Sn plus P moins Sn plus P plus 1. Donc ça, par hypothèse de récurrence, c'est compris entre moins epsilon, donc c'est plus grand que moins epsilon et plus petit que 0. Et puis ça, ben ça c'est plus petit que epsilon, parce que ça c'est égal. Donc ça c'est égal à moins A de sigma n plus 1, n plus p plus 1. Plus 1. Mais sigma de n plus p plus 1, il est dans E-. Pourquoi? Parce que la somme juste avant, en enlevant ce terme, il était au-dessus de alpha. Donc on ajoute un terme négatif. Donc là, on se retrouve avec un truc qui est avec le moins qui devient positif et plus petit que epsilon. Donc vous avez une somme d'un truc plus petit, que epsilon avec un truc négatif. Bon d'accord, certes plus grand que moins epsilon, mais négatif. Et le résultat est positif. Donc ça, c'est donc plus petit que epsilon. Et je pense, j'espère maintenant en l'ayant réécrit un peu plus proprement, j'espère vous avoir convaincu que si j'avais supposé que lui était plus petit que 0 et lui était plus petit que 0, je pourrais conclure la même chose. Lui plus petit que 0, lui plus grand que 0, je peux conclure la même chose. Je ne vais pas l'écrire, mais voilà. Ok? Et donc grâce à ça, par récurrence, on arrive à montrer le résultat voulu. Donc par récurrence, j'écris pas le détail des autres cas de figure, hein. Donc par récurrence, pour tout n plus grand que grand n, on a bien ce qu'il faut. Et donc,
SN converge vers alpha. CQFD. Ouf. Bon, désolé, hein, je vous ai peut-être un peu perdu là sur cette partie où je voulais voir ce qui se passait pour SN plus 1 par rapport à SN. J'espère m'être rattrapé avec ce que j'ai dit ici. Comme ça, vous voyez clairement ce que je voulais faire. Je voulais vraiment faire une récurrence à partir de S grand N, montrer qu'en fait, indice après indice, je peux montrer que je reste à un écart au plus d'epsilon. Tout simplement parce que j'ai construit les choses de façon à rester à un écart au plus epsilon de alpha. Donc voilà, et donc ça signifie que la construction que je vous ai donnée tout à l'heure, afin de faire en sorte que la somme des termes que j'avais tout à l'heure dans ma série harmonique alternée, la construction que je vous ai donnée devrait vraiment me donner la valeur 1. Et donc ce que je peux faire, c'est que je peux réarranger les termes de façon à obtenir une autre valeur si je le veux. Voilà. Ok. Bon, je pense que ça sera la vidéo la plus longue, hein, c'est officiel, avec 1 an de vidéo. Bon, voilà. Oui, j'ai toujours en tête de faire une vidéo d'anniversaire pour l'Exode Call, pour la chaîne en elle-même, etc. Je ne sais pas encore quand, peut-être que ce sera dans les semaines à venir. Quand ce sera fait, vous le verrez. Je pense que je ne vais pas donner d'annonce pour dire quand est-ce que je le ferai, parce que j'ai pas envie de donner une annonce et de dire c'est toujours pas fait. Donc mais bon, j'ose espérer que ce sera fait dans le mois. Mais voilà, pour l'instant je ne veux pas affirmer quoi que ce soit. J'ai quand même pas mal de pain sur la planche et c'est aussi pour ça que je suis à Montréal. Donc voilà. Ouais, après j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, donc juste oui, une autre information, c'est que je ne ferai que 2 vidéos par semaine, le temps que je serai à Montréal, donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une espèce d'alternance. Je pense que je vais continuer les coins recherche jusqu'au bout, et il va y avoir une alternance entre Exode Call et petit Exode Call. J'explique que pourquoi je ne veux pas alterner le coin recherche, c'est parce que le coin recherche, on est presque à la fin de la saison, donc j'aimerais quand même essayer de terminer cette saison le mieux possible et le plus vite possible. Comme ça, après, on pourra continuer avec les Exode Call et petites Exode Call. Et puis plus tard, redémarrer une nouvelle saison, peut-être, si en effet ça a plutôt intéressé la plupart d'entre vous. Même si vous n'avez peut-être qu'assisté à 1 ou 2 vidéos, si ça a plu, je pourrais continuer. N'hésitez pas d'ailleurs à donner vos retours, hein, comme d'habitude pour les vidéos, même si je le dis, je le répète. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais répéter maintenant, hein. N'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires sous la vidéo si vous avez des questions ou des retours concernant la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui pourraient être intéressés par la résolution de cet exercice ou des autres exercices qui sont maintenant proposés. Car oui, il y en a quand même un bon nombre d'exercices maintenant. Je crois que j'en compte 56 à peu près avec celui-ci. Donc c'est quand même pas mal. J'ose espérer continuer encore à faire des Exode Call et les petits Exode Call, et essayer d'atteindre peut-être les 200 exercices, ça serait pas mal, ça serait une très bonne bibliothèque d'exercices. Donc on verra bien, mais on verra bien ce que l'avenir réserve. En tout cas, je ferai en sorte d'avoir une certaine bibliothèque d'exercices à proposer, et j'espère que ça vous plaît et que ça aidera bon nombre d'entre vous en prépa et autres, hein, peut-être. À travailler, même pour ceux qui préparent l'agrégation, car ça c'est un exercice qui peut être proposé pour un développement d'agrég. Bon, là j'ai pris beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps pour essayer d'expliquer chaque étape, etc. et bien faire comprendre ce qui se passe. Mais évidemment pour l'agrégation il faut faire en sorte que ça tienne sur 15 minutes, ou non 15 minutes peut-être j'exagère, mais il faut que ça tienne quand même 20 minutes je crois, de mes souvenirs. Mais voilà quoi, donc c'est vraiment... Voilà, c'est un type d'exercice quand même qui peut toucher pas mal de monde, et donc j'espère que la plupart des exercices que je vous ai proposés vous ont plu, etc. Et voilà, bon, bref. Sur ce, je vous laisse, bon week-end, et puis on se retrouve très vite pour le prochain numéro du Coin Recherche. Voilà, salut à tous, portez-vous bien, tchuss.